Bon, paragraphe 5. Le résultant. Encore un sujet bien classique. Donc je prends un anneau A. Là, je préfère commencer par le cadre plus ou moins concret, c'est-à-dire je me pose dans une situation où j'ai un anneau de base, je ferai la situation universelle après. Soit un anneau, parce que là aussi, c'est comme le discriminant, il y a un résultat universel et un résultat concret pour des polynômes donnés. Justement, si j'ai un anneau A, et si j'ai deux polynômes, dans un crochet T, non forcément unitaires, je vais écrire f, donc A0 T puissance m, hein, oui, je voulais que ce soit dans l'ordre alphabétique, donc f va être a priori de degré m, et G de degré n. Où donc le AI et le BI sont des éléments de A. On va les numéroter comme ça, parce que là encore, il y a des histoires de poids. Hein. Il vaut mieux numéroter, dans toute cette théorie de polynômes, il vaut mieux numéroter les coefficients dans cet ordre-là. Il y a une balance entre la puissance de l'indéterminé et le coefficient. La somme ici, ça fait toujours m. Et là, ça fait toujours n. Alors, on va s'intéresser au cas où f et g ont une racine commune. Et disons, pour simplifier, quitte à agrandir A, on va supposer que f et g ont une racine commune dans A. Le résultat s'intéresse à ça. Est-ce qu'on peut déterminer, en fonction des coefficients, une condition pour que f et g possèdent une racine commune, sans connaître les racines? Supposons que f et g possèdent une racine commune x dans A. On va voir qu'on peut, rien qu'en regardant les coefficients, en calculant avec les coefficients de f et g, on peut déterminer si f et g ont une racine commune ou pas, sans déterminer les racines. C'est un peu comme le discriminant. Le discriminant, ça nous dit quand est-ce que deux racines coïncident. Sans connaître les racines, je peux savoir, en calculant le discriminant, qui se calcule en fonction des coefficients du polynôme, je peux savoir si un polynôme a une racine double ou une racine multiple, dans des cas favorables. Ici, ça va être pareil. Le résultant, c'est un procédé un peu magique qui permet de savoir si f et g possèdent une racine commune dans A ou dans un anneau plus grand, éventuellement en agrandissant A, si f et g possèdent une racine commune ou pas. On va le voir de manière plus précise. Si f et g possèdent une racine commune, on a deux équations. On a A0 x puissance m plus A1 x puissance m moins 1 plus A indice m égale 0. Et, donc c'est l'équation numéro 1. Et on a B0 x puissance n plus B1 x puissance n moins 1 plus Bn égale 0. De manière délibérée, je ne les écris pas de la même longueur parce que ce n'est peut-être pas les polynômes avec le même nombre de termes là, tels qu'ils sont écrits. Ça, c'est l'équation numéro 2. Alors, l'idée, c'est de dire qu'en fait, cette puissance de x constitue donc une solution d'un système, deux équations à un certain nombre d'inconnus. Ici, là, j'ai x puissance 0, on va voir ça comme ça, j'ai x puissance 0.
Donc en fait, la puissance de x puissance 0 jusqu'à x puissance le maximum de m et n, constitue une solution à un système deux équations, plein d'inconnus. Bon, ça, c'est pas génial. Mais il y a un moyen très astucieux d'agrandir le nombre d'équations sans agrandir le nombre d'inconnus en quelque sorte. On va voir. Et en bricolant ces équations-là, on va trouver un système carré. Un système carré qui va avoir une solution non triviale parce que x puissance 0 est égal à 1. Et donc le déterminant des coefficients du système d'équations linéaires va être 0. Et ça va être le résultat. C'est comme ça que ça va se passer. C'est quelque chose, c'est vraiment très astucieux, c'est extraordinaire. En tout cas, le 1 implique que, en multipliant par x puissance j partout, j'ai A0, x puissance m plus j, plus A1, x puissance m moins 1 plus j, plus etc. jusqu'à A indice m, x puissance j égale 0. Pour tout j. Disons, je vais écrire en tout, je vais prendre k équations comme ça. Donc je prends l'équation d'origine, c'est-à-dire avec j égale 0. Je ne sais pas combien je vais en prendre encore. Moi, je peux m'arrêter à k, par exemple. Donc je veux en avoir k. Si je commence avec 0, je m'arrête à j égale k moins 1. Ça me fait k équations. Cela fait k équations linéaires. Ça c'est vrai pour k que soit j, k que soit j va de 0 à k moins 1. Donc ça me fait k équations linéaires, où les inconnus, c'est les puissances de x. Ça va de x puissance 0 jusqu'à x puissance m plus k moins 1. Vous voyez? Est-ce que je vais l'écrire? Ouais. Peut-être pas tout de suite. Ah si, oui, je vais l'écrire, mais en forme matricielle. En forme matricielle. Donc si vous voyez ça comme un système d'équations linéaires, où les AI c'est les coefficients et ces puissances de x sont les solutions, je n'ai pas dit quels sont les noms des inconnus. Je vais tout de suite donner une solution. C'est qu'en forme matricielle, la première équation, bizarrement, je prends j égale k moins 1. C'est la première équation. Donc, et je vais aussi écrire, donc peut-être qu'il faut que j'écrive ici tout de suite les solutions. Donc je vais l'écrire comme ça, x puissance m plus k moins 1, où j égale k moins 1. Ensuite, j'ai x puissance m plus k moins 2. Ainsi de suite, jusqu'à x puissance 0, qui de toute façon est égal à 1. Égal à 0, 0. Je n'ai pas forcément un système carré encore. Je peux faire varier k qui fait augmenter le nombre d'équations. Quelle est la matrice des coefficients? Vous voyez ici, j'ai A0, A1, A2, ainsi de suite. Et ça s'arrête à un moment donné à M. Et après, j'ai le 0. Oui, ça me fait pile la première équation. Si je fais la multiplication matricielle ici, le premier 0, c'est la première ligne que multiplie le vecteur. Donc c'est A0 x puissance m plus k moins 1 plus A1 x puissance m plus k moins 2. C'est exactement ce que j'ai ici si je prends j égale k moins 1. La deuxième équation, c'est-à-dire pour j égale k moins 2, je vais avoir toujours A0, mais ici c'est x puissance m plus k moins 2. Ça, c'est le deuxième élément ici. Donc je vais avoir 0 le premier. On va avoir un décalage comme ça. Et après, quand même des 0. D'accord? La troisième équation, c'est pour j égale k-3. Pareil, ça va être décalé encore. Et on continue comme ça. Et à la fin, bien sûr, j'ai A0 ici, tout en bas à droite.
Pardon, pas A0, c'est AM. Et quelque part A0 avec des zéros devant. Ce système bizarre là. Donc ici j'ai K lignes. D'accord? Ici j'ai combien de colonnes? J'ai combien de colonnes? Ben, j'ai 1 plus une colonne ici. Moi je vais dire ça. Bon, peut-être mieux, il faut regarder ici, parce que comme le produit a un sens, le nombre de colonnes ici est égal au nombre de lignes ici. Et de 0 à 1 plus k moins 1, ça me fait 1 plus k éléments. Donc j'ai 1 plus k colonnes. Donc j'ai un système qu'on ne va pas pouvoir rendre carré. Mais la magie de l'histoire, c'est que je peux faire la même chose pour la deuxième équation. En prenant un autre nombre, disons en prenant L équation. De même, 2 implique que, moi j'ai écrit la même équation, mais avec les BI, B0 puissance x puissance n plus j, je peux prendre le même j, pourquoi pas, A1 x puissance n moins 1 plus B1, pardon, B1 n moins 1 plus j, jusqu'à b indice n, x puissance j égale 0. Quel que soit j va de 0 à, là j'en veux L, équation. L moins 1. K et L, je vais déterminer plus tard. Je vais essayer de les choisir de telle façon que d'obtenir un système d'équations carrées, avec autant d'inconnus que d'équations. Vous voyez, j'ai aussi ça. Donc en forme matricielle, ça fait la même chose, bien sûr. Ça veut dire ici, j'ai B0, B1, B2, etc. jusqu'à Bn. 0, 0, 0, B0, B1, etc. jusqu'à Bn ici, 0, etc. Et on continue comme ça. Et à la fin, on va avoir ici un Bn, B0, 0, 0. Ici, ça va de x puissance n plus L moins 1 jusqu'à x puissance 0 égale 1. Donc ici, de manière analogue, j'ai L équation, L ligne, et j'ai n plus L colonne. Vous voyez, ici, dans les solutions, évidemment, les coefficients n'ont rien à voir, les AI et les VI. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ici, j'ai les puissances de x. Et là aussi, j'ai les mêmes puissances de x. Peut-être qu'à un endroit, je vais plus loin que l'autre, mais je peux essayer d'en faire sorte que c'est la même puissance. C'est-à-dire, je veux que m plus k soit égal à n plus l. Pour obtenir un système carré, il faut prendre je veux concaténer les deux matrices verticalement. Je veux mettre celle-là au-dessus de celle-là. Comme ça, je peux garder les mêmes solutions à droite. Mais dans ce cas-là, pour que ça ait un sens, il faut que le nombre de colonnes soit pareil partout. Donc on veut n plus k égale n plus l. Je vais avoir le même nombre de colonnes, et du coup, le nombre de lignes en total, k plus l, doit être égal à ce nombre de colonnes. Oui, on en déduit que L doit être égal à M.
Donc pour B qui est de degré n, je vais prendre m lignes, et l'inverse pour l'autre. Pour cette matrice-là, je vais prendre n lignes. Et donc si je mets les deux matrices verticalement l'une au-dessus de l'autre, vous avez des questions? Parce que je vais tout effacer là. Là pour l'instant ça va. Je mets l'une au-dessus de l'autre. Donc je vais répéter la ligne A0, A1, A2 jusqu'à AM, et ensuite de 0. Je vais donc répéter ça n fois. Donc ici, je vais avoir n lignes, comme ça, en décalant à chaque fois. N lignes, j'ai une matrice en bloc, et la dernière ligne va donc plus s'arrêter ici. C'était comme ça, la première matrice. Et ici, je vais donc écrire les m lignes. L est égal à m, je vais prendre ces m lignes-là. Un truc déjà intéressant qui se produit, parce que B0 va jusqu'à B indice n, et le B indice n-1 va se situer en dessous du A0 et B indice n là. Vous voyez? Ça, c'est normal. Là, le nombre de 0 ici, c'est n-1. Là, j'ai 0, 0 devant A0, là j'ai 1. Donc, pour n lignes, j'ai n-1, 0 devant. Donc, n-0, c'est de B0 à B indice n-2. Donc, Bn-1 se trouve en dessous de A0, et Bn va se trouver sur la diagonale. Les A0 sont sur la diagonale, les Bn est sur la diagonale, et après, il y a des 0. Mais bon, attention, ce n'est pas une matrice diagonale en bloc non plus. Mais il y a un diagonale qui se dégage, A0, A0, Bn, Bn, jusqu'à la fin. Je peux en écrire encore un autre. Ah, pardon, ici c'est 0, B0. Ainsi de suite. Et maintenant, comme j'ai donc m plus n colonnes, hein, ici je vais avoir pile un vecteur de la même, comme ce carré, c'est de la même taille. Donc ici je vais avoir x puissance 0, c'est-à-dire 1, x carré, ainsi de suite, jusqu'à x puissance m plus n moins 1. Je vais commencer par x puissance 0, donc si je veux avoir m plus n éléments, c'est ça. Et donc ça, c'est 0. Alors ça, il faut bien retenir ce système-là, parce que tout ce qui est résultant, c'est caché là-dedans. En tout cas, ça, c'est un système carré. Et ça arrive naturellement comme ça, en se disant, si j'ai une solution commune pour f et g, je peux produire plein d'équations, et si je fais ça d'une façon astucieuse, je peux obtenir un système carré. Donc j'appelle ça la matrice petit r, parce qu'elle n'est pas universelle. Donc soit petit r, la matrice des coefficients. Cette matrice de coefficients, cette matrice-là qu'on voit à m plus n. Donc c'est une matrice m plus n fois m plus n, un coefficient dans l'anneau A. Bon, vraisemblablement, vous avez fait de l'algèbre linéaire uniquement sur un corps. Donc, si maintenant je dis,
je prends la matrice des cofacteurs, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est quoi la matrice des cofacteurs si je considère une matrice à coefficient non zéro? Mais ça a un sens, n'est-ce pas? Je peux supprimer une ligne et une colonne, prendre le déterminant de la matrice obtenue, le déterminant étant défini par la formule de permutation. Ça a un sens pour un anneau quelconque. Hein. Et je peux en prenant ça avec le bon signe et en prenant la matrice transposée de la matrice obtenue, on trouve la matrice des cofacteurs, soit R tilde, la matrice des cofacteurs, de sorte que R tilde fois R, c'est le déterminant de la matrice R que multiplie la matrice identité de taille m plus n. Voilà, il aurait peut-être fallu faire un petit paragraphe sur l'algèbre linéaire sur un anneau quelconque. Ce n'est pas très important parce que la plupart des cas, on va appliquer ça où A est un corps. Donc, à la limite, vous pouvez supposer que A est un corps, mais ça marche pareil pour un anneau quelconque. En tout cas, on a cette formule-là. Vous voyez, c'est intéressant, parce qu'en particulier, vous voyez ici, quand j'applique tout ça à ce système-là, donc en particulier, si j'appelle ça le vecteur V, là, R tilde fois R fois V, c'est produit matriciel. D'un côté, c'est 0, parce que RV, c'est 0. De l'autre côté, c'est déterminant de R fois identité fois V. V. Et c'est là où on a été malin, on a commencé ici avec x puissance 0 qui vaut 1. Donc si je regarde cette égalité pour la dernière coordonnée, du coup, en regardant la dernière coordonnée qui est égale à 1, vous avez le déterminant de R égale à 0 dans l'anneau A. Parce que c'est le déterminant de R fois 1. Et c'est là où vous avez l'implication. Si f et g ont une racine commune, alors, si vous mettez les coefficients de f et g de cette façon-là dans une matrice carrée, cette matrice a un déterminant 0. Et c'est une condition non triviale, parce que vous pouvez dire, oui, bah, peut-être que ce déterminant est toujours 0. Hein, mais il se trouve que c'est une condition non triviale sur les coefficients. Donc on appelle ça le résultant de f et g. Le résultant de f et g, donc je rappelle, sont deux polynômes à coefficient dans t dans un anneau à coefficient, non, en t à coefficient dans un anneau A. On va noter ça, reste de fg, ou peut-être vous voulez un accent aigu ici, indice A, parce que tout ça, c'est à coefficient dans A. C'est le déterminant de cette matrice R que voilà. Et donc c'est un élément de A. D'accord? Bon, pourquoi pas, hein? Il y a quelqu'un de très malin qui a eu cette idée-là. C'est vraiment très, très astucieux. Et ce qu'on a démontré, c'est l'énoncé suivant. On a démontré la proposition suivante. Donc, soit A un anneau, F et G deux éléments dans A crochet T. Si F et G ont une racine commune dans A, si F et G ont racine commune dans A, alors le résultant de F et G dans A est 0 dans A.
Et ça, c'est très utile. Imaginons A, c'est un corps. Hein, alors, oui, qu'est-ce que je vais dire? Je vais préparer un exemple, mais bon, on a un peu court de temps, donc je ne vais peut-être pas faire l'exemple. En tout cas, vous pouvez imaginer que ça, c'est très utile. C'est sans connaître les racines de f et g. Si f et g ont une racine commune, j'obtiens une condition. Ça, c'est une condition sur les coefficients de f et g. Oui. Bon, ça, c'est dans le cas explicite où on se donne un anneau A. Évidemment, on a aussi le cadre. Le but maintenant, c'est de démontrer la réciproque. La réciproque, c'est un peu faux, comme tout, la réciproque est fausse, qui dit que si f et g, si f a une racine, si f a une racine multiple, alors son discriminant est 0. On a vu que si le discriminant est 0, ça ne veut pas forcément dire que f a une racine multiple. Ici, c'est le même ordre de défaut. C'est que voilà, il faut les conditions d'intégrabilité, mais on va voir que cette condition est tellement bien que c'est quasiment une équivalence. L'implication réciproque est vraie dans la plupart des cas. L'implication réciproque est vraie sous certaines conditions faibles. Par exemple, si f et g sont complètement décomposés dans A et A est intègre, ça va être vrai, la réciproque. Donc, vous voyez, c'est vraiment très fort. On va avoir une condition suffisante et nécessaire pour que deux polynômes possèdent une racine commune dans l'anneau A. Et pour cela, on va bien sûr reprendre le cas universel. Donc, soit f et g, donc des polynômes universels. Donc f va avoir coefficient a0 jusqu'à am, b va avoir coefficient 0 jusqu'à b0 jusqu'à bn, et ça va être des polynômes en t. Les polynômes universels. Donc f majuscule, c'est a0t puissance m, etc. jusqu'à a indice m. Et g, ça va être b0 t puissance n plus b indice n. Le polynôme universel de degré m et n respectivement. Où les AI et les BI ici sont des indéterminés. Ça donc l'avantage, c'est un couple de polynômes universels. Donc si j'ai deux polynômes petits avec petit g, il y a un morphisme de cet anneau ici, cet anneau de coefficient, dans l'anneau A, évidemment, comme toujours, qui envoie le polynôme grand F sur petit f et grand G sur petit g. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme pour le discriminant universel. Et du coup, je peux écrire, mine de rien, j'ai quand même deux polynômes. Et donc, à coefficient dans un anneau, même si l'anneau est énorme. Si f et g ont une racine commune quelque part, sans préciser trop où, ça veut dire que le résultant de f et g doit être 0. Donc, on définit le résultant de f et g comme précédemment. On définit le résultant donc universel comme étant, je vais peut-être l'appeler résultant, excusez-moi, le résultant universel, donc noté comme ça, reste de fg, comme étant le résultant des polynômes f et g, vu comme polynôme à coefficient dans z accroché 0 jusqu'à b puissance n. Donc c'est un élément de cet anneau.
c'est le déterminant de la matrice petit r, hein, de tout à l'heure, où je remplace tous les lettres minuscules par les majuscules. Donc c'est le déterminant de la matrice R majuscule, où R, c'est une matrice énorme. Ici, vous avez A0 jusqu'à AM, et ça se décale comme ça. Ici, vous avez B0 jusqu'à Bn, et ça se décale comme ça. Et c'est une matrice M fois N, au carré. C'est une matrice carrée de taille M fois N. M plus N, pardon. M plus N. Peut-être que tout à l'heure j'ai dit M fois N aussi. C'est M plus N, bien sûr. C'est M plus N lignes, M plus N colonnes. En fait, ça veut dire qu'ici, vous avez N lignes. Et là, vous avez M lignes. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que sinon, ça ne se termine pas bien. Voilà. Donc, on a un polynôme. Et si on veut démontrer la réciproque, ça concerne donc des racines. Donc, en fait, on va vouloir décomposer f et g comme précédemment. C'est-à-dire, je vais faire la décomposition universelle de f et g. On sait bien comment il faut faire maintenant. Alors, d'abord, je démontre... excusez-moi, d'abord, je vais démontrer autre chose. Pour obtenir une proposition très utile, on va démontrer la chose suivante. Je prends le polynôme R, la matrice R, et je vais la multiplier. Peut-être que je vais écrire comme ça. Je vais prendre t puissance m plus n moins 1 jusqu'à t puissance 0, comme tout à l'heure. Je multiplie, vous voyez, là j'ai une matrice de taille m plus n. Ici j'ai un vecteur avec m plus n coordonnées. Je peux calculer ce produit-là. Je fais du calcul matriciel dans cet anneau-là. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez prendre le corps de fraction et on s'est quand même ramené à un corps. Hein. Donc je peux faire tous ces calculs-là. Je fais de l'algèbre linéaire sur un corps, si vous voulez, ou par hasard, tous les coefficients sont dans ce sous-anneau-là du corps. Mais si ça vous gêne, vous pouvez ici considérer tout ça comme élément du corps de fraction. Et je calcule ça. Alors qu'est-ce que ça me donne? Ici, par exemple, en première ligne, j'ai A0, t puissance m plus n moins 1, plus, etc., jusqu'à am, t puissance... oui. Donc ici, 0 plus m plus n moins 1, ça fait m plus n moins 1. Donc ici, ça va être t puissance n moins 1. Oui, c'est justement, quand j est égal à k moins 1, et comme k est égal à n, et j'ai t puissance n moins 1. Vous voyez, ainsi de suite. Je peux calculer tous ces trucs-là. Le dernier, par exemple, c'est bien sûr, c'est pour cette ligne-là, la dernière ligne avant la ligne des BI, je vais avoir A0 t puissance m plus AM. Et après, je vais avoir B0 t puissance, pareil, m plus n moins 1, plus Bn t puissance m moins 1. Et ici, j'ai B0 t puissance n plus Bn. Donc au total, ce qu'on a ici, c'est t facteur n moins 1 fois f. Oui, justement, je vais multiplier par, quand on avait une racine, par x puissance k moins 1, c'est-à-dire n moins 1. Donc vous voyez, ça colle bien. Jusqu'à t puissance 0 fois f. Et ensuite, j'ai t puissance m moins 1 fois g que jusqu'à t puissance 0 fois g.
Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben ça, c'est encore une solution d'un système d'équation linéaire. J'ai AX égale B, si vous voulez. A une matrice, X un vecteur, B un vecteur constant, vous voyez. On peut considérer ça comme une solution d'une équation linéaire. C'est une solution carré, m plus n, équation m plus n indéterminée, à coefficient dans l'anneau Z à 0 jusqu'à Bn. J'ai aussi des t ici. Donc je suis dans un anneau un peu plus grand. Je peux rajouter le t, ce n'est pas la peine de le mettre à part. Les éléments ici, j'ai un calcul matriciel où les éléments sont là. Si ça ne vous plaît pas, vous prenez le code de fraction de ça. Là, vous êtes de retour dans l'algèbre, dans le calcul matriciel sur un corps. Et donc la règle de Cramer s'applique. C'est-à-dire, Cramer dit que si vous avez une solution comment peut-on trouver la solution d'un système d'équations linéaires carrées? Vous avez un procédé qui dit que vous prenez les colonnes de cette matrice-là. Je vais appeler les colonnes C0 jusqu'à Cm plus n moins 1. Et ça, cette colonne-là, je l'appelle C. Qu'est-ce qu'il dit Cramer? La règle de Cramer, c'est que les solutions à ce système d'équations linéaires, c'est-à-dire les éléments que vous avez là, s'expriment en fonction de deux déterminants. Vous prenez le déterminant de cette matrice où vous remplacez une colonne par la colonne C divisé par le déterminant de cette matrice. Ça m'intéresse particulièrement pour celui-là. Vous avez R fois ce vecteur-là égale à ça. Cramer dit que cette solution-là, cette valeur-là, d'après Cramer, comment il s'obtient? Vous prenez la matrice, donc c'est le dernier coefficient ici, la dernière coordonnée. Donc vous prenez cette matrice-là où vous remplacez la dernière colonne par la colonne C. Vous faites une matrice carrée en remplaçant dans cette matrice R la dernière colonne ici par cette colonne-là. Et vous divisez par le déterminant de R, c'est le résultant. Là, on est vraiment dans un corps, on est en train de faire des fractions. Je veux ramener dans l'anneau de base, donc, ou encore, en multipliant par R, c'est le déterminant de R, c'est-à-dire le résultant universel. Le résultant universel, c'est le déterminant C0 jusqu'à Cm plus n moins 2, C. Alors maintenant, on va réfléchir un peu sur cette matrice-là. Qu'est-ce qu'elle est, cette matrice? C0 jusqu'à m plus n-2, c'était la matrice remplie des coefficients universels. Sauf qu'on l'a esquinté, la dernière colonne a été remplacée. Ici, vous avez B0 jusqu'à Bn, et décalé comme ça. Et vous avez une dernière colonne, qui est la colonne que voilà. Tn-1f jusqu'à t puissance 0f, Tn-1 G jusqu'à T0G. Ce déterminant, j'ai envie de développer par rapport à le calculer et développer par rapport à la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on obtient? Je vais avoir ça que multiplie le déterminant de ce qui reste ici. Et ça, c'est juste des coefficients. Donc ça va être un élément de l'anneau Z A0 à Bn que multiplie T puissance n-1f. Si on fait le total, si on développe le total, on voit qu'on va ici avoir un polynôme phi fois f
plus un autre polynôme psi fois g. Parce qu'ici, j'ai f en facteur, et là, j'ai g en facteur. Où phi, où phi et psi sont aussi des polynômes dans les coefficients universels en T. Autrement dit, le résultant, c'est ça ce qui est important, le résultant universel en proposition, le résultat universel est dans l'idéal engendré par f et g. C'est phi fois f plus psi fois g pour certains phi et psi, qu'on peut même expliciter plus ou moins, hein, des polynômes. Donc en particulier, le résultant universel de f et g, il appartient à l'idéal engendré par f et g. Ça, c'est un idéal dans cet anneau-là. Mais le résultant est un élément de l'anneau de base. Donc, il est dans cet idéal intersecté avec l'anneau des coefficients de base, c'est-à-dire les coefficients universels. C'est en ça qu'on dit que le résultant, ça élimine une variable, vous voyez. F et G engendrent un idéal dans cet anneau-là, où vous avez l'indéterminé T de plus. Le résultant, c'est un élément non trivial dans cet idéal qui appartient à l'anneau de base, c'est-à-dire où on a éliminé l'indéterminé T. Donc on sent que voilà, il y a élimination de variables. Et si vous avez plus de variables, vous pouvez continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, comme corollaire, on retrouve ce qu'on a démontré tout à l'heure. Corollaire. Soit f, petit f et petit g, deux polynômes dans un crochet T. Si f et g ont une racine commune, si f et g ont racine commune x dans A, alors le résultant de f et g est égal à 0 dans A. Pourquoi? Ben, c'est toujours la même chose. Dès que vous avez quelque chose, une propriété universelle, vous pouvez le spécialiser en évaluant. Vous voyez, je peux évaluer cette égalité-là, je peux l'évaluer en envoyant les coefficients de f sur les coefficients de petit f, coefficient de grand G sur le coefficient de petit g. Oui, on a pas toujours le même procédé. Bien sûr, il existe des polynômes, je vais peut-être encore les appeler phi et psi. Ça aurait été mieux de les désigner ici par des phi et des psi majuscules, peut-être. J'ai le polynôme dans A crochet T. Si ça c'est vrai universellement, c'est vrai en chaque cas particulier. Le résultant de fg est égal à phi fois f plus psi fois g. Ça aurait pu être une proposition au corollaire précédent, en fait. Hein, que cette formule-là, comme ça concerne le résultat universel, pour les polynômes universels, en fait, c'est vrai pour des polynômes explicites petit f et petit g, dans un cas concret. Et du coup, ça c'est une égalité dans un crochet T, bien sûr. Du coup, je peux évaluer ces polynômes à gauche et à droite en x. Du coup, le résultant de f et g, ce polynôme évalué en x, mais c'est un polynôme constant, ça. Le résultant de f et g, c'est un élément de A. Donc, évalué en x ou pas, ça reste le résultant
de f et g en A. Mais ici, j'ai psi de x, f de x, plus psi de x, g de x. Ça, c'est 0 parce que x est une racine de f et g. Vous voyez? Donc, le résultat est 0 dans A. Donc, on retrouve ce qu'on a fait précédemment. Bon, il faut vraiment que je... Non, mais c'est... Je pense qu'on va faire la deuxième partie la semaine prochaine. On va s'arrêter là parce qu'il y a encore plein de trucs à dire. Et on fera ça la prochaine fois, la partie numéro 2 sur le résultat. Merci.